Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Les Vosges, terre d'industrie, les Vosges, terre d'artisanat, les Vosges, terre d'innovation. Oui, mais comment maintenir tout cela au fil des crises que nous traversons, sociales, puis sanitaires, tout récemment, énergétiques aujourd'hui? Quels sont les leviers à actionner sur du court ou du long terme pour assurer, voire développer le dynamisme économique de notre département? Comment, éventuellement, en devenir un des acteurs en suivant une formation, en reprenant ou en créant une entreprise? On parle de tout cela dans votre émission de la semaine. Avec vous, Christian Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué territorial Lorraine Sud du CNAM, le CNAM, acronyme de Conservatoire national des arts et métiers, Voilà. la formation. Organisme de formation bien connu, formation initiale, formation continue surtout, mais il y a d'autres organismes et vous êtes nombreux sur le marché. On va peut-être essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Martin Bouvron, bonjour. Bonjour. Le directeur du Quai Alpha, le chef de meute, c'est comme ça que vous aimez bien vous présenter? C'est comme ça que les entrepreneurs qu'on représente me présentent, du moins. Voilà. Le Quai Alpha Épinal, c'est quoi? Un incubateur de start-up. Donc en fait, on accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs en lien avec l'innovation, le digital, à lever des fonds, à travailler sur leurs produits, enfin tout ce qui nécessite pour qu'ils puissent lancer correctement leur business. Et on va se détailler tout cela dans quelques instants. Christophe Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes menuisier à Moyenmont. Et vous êtes aussi et surtout le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges et même du Grand Est depuis peu. Tout à fait. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup de voyages en ce moment. Le boulot ne me fait pas peur. J'imagine bien. On va évidemment parler avec vous notamment de ce que j'ai dit en introduction, de la cession reprise d'activités, d'entreprises artisanales ou pas. Et là, il y a un vrai vivier d'emploi pour les prochaines années. Christophe Richard, bonjour. Non, pas du tout, Christophe. Frédéric Pêcheur, je vais y arriver. Voilà. Je me mélange les pinceaux. Agent général chez MMA Acharmes et Avitel. Et vous êtes le secrétaire d'Ecoplen. Tout à fait. Avec à vos côtés Axel Jourda, qui est le chef de projet écologie industrielle et territoriale à Ecoplen. Monsieur Pêcheur, Ecoplen, c'est quoi? Ecoplen, c'est une association qui regroupe des chefs d'entreprise qui a été créée en 2012. L'objectif était de pouvoir en fait fédérer les entrepreneurs pour pouvoir développer en fait le territoire, notamment en fait de la plaine des Vosges, et pour sortir en fait de l'isolement les chefs d'entreprise. Et maintenant en fait ça évolue un petit peu, donc c'est la force de notre réseau. Et il y a des thématiques comme l'écologie, et notamment la formation du personnel en corrélation avec les entreprises qu'on essaye de développer avec les différents acteurs qui sont autour de la table. Et voilà, certains acteurs qui sont ici présents. Exactement. Effectivement, bref, vous l'avez compris, nous allons parler, comme je l'ai dit en introduction, je vais y arriver, d'économie et surtout de l'économie. Alors non pas d'aujourd'hui, mais surtout de demain, évidemment, en économie, en emploi, en formation. Il faut toujours se projeter sur l'avenir pour y voir un peu plus clair et surtout pour anticiper. Petit tour de table sur l'état d'esprit aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, crise sociale, les gilets jaunes, crise sanitaire, le Covid, crise énergétique aujourd'hui. Christian Bataille, comment vous ressentez les choses sur notre département, sur notre territoire ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de crise, à juste titre, avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, mais ça fait bien plus de 2 ans qu'on a un vrai souci au niveau des entreprises pour trouver des salariés formés. Et ça se confirme dans l'après-crise, Covid, mais avant le Covid, c'était déjà le cas. Et c'est vrai qu'on est dans une situation toujours relativement schizophrénique en France, où à la fois on a encore un chômage qui baisse, certes, on est à 7,4%. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais on a encore du mal à... Voilà, et il y a un souci d'adéquation, en fait, entre les compétences qui sont demandées, les qualifications, et puis les personnes qui sont encore en demande d'emploi, d'où le monde de la formation qui aide à créer du lien et puis à trouver des solutions. Comme vous l'avez dit, un sujet récurrent depuis des années, mais on a le sentiment quand même que ça va dans le bon sens, mais ça prend du temps. C'est un petit peu comme tout. Le temps, Martin Bouvron, ceux avec qui vous travaillez, c'est des gens pressés généralement, les start-upers. C'est des gens pressés, c'est des gens nombreux en fait. La crise du Covid a fait changer beaucoup de mentalités, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de projets, de jeunes et de moins jeunes, qui se présentent à nous avec la volonté de créer, d'entreprendre. Donc c'est du pain béni parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et également un changement dans les projets qui se présentent à nous. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, je vous aurais dit, on a beaucoup de projets dans le numérique, d'applications, des choses un peu innovantes comme ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de projets en lien avec le développement durable, beaucoup de projets industriels de relocalisation, et puis même des gens qui viennent
sans forcément une idée, mais qui veulent s'associer à des projets. Enfin, on voit une recomposition totale de la façon d'entreprendre et de la manière de s'engager dans l'économie. Ça, c'est vraiment le gros changement avec le Covid. Donc, écoutez, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette thématique de l'entrepreneuriat et des startups, même si le terme est un petit peu galvaudé maintenant, start-up, hein, on va se l'avouer. Christophe Richard, les artisans vosgiens, la CMA, évidemment, vos adhérents. Alors, on n'est pas obligé d'être adhérent à la CMA, mais vous en avez quand même une énorme majorité. C'est même pas une adhésion. Si on crée une entreprise artisanale, c'est une obligation d'être affilié donc au régime des chambres de métiers. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs chambres consulaires. Il y a notamment la chambre de commerce et d'industrie à laquelle on pense, et puis la chambre d'agriculture, évidemment, pour toutes les activités autour de l'agriculture. La chambre de métier est bien l'état civil, la porte d'entrée d'une entreprise artisanale pour le moment encore. Donc aujourd'hui, on a quand même toujours une dynamique sur la création d'entreprises. Et donc la crise sanitaire n'a pas entaché le nombre d'inscriptions, au contraire, on a toujours du positif. Hein. Combien d'inscrits chez vous? Combien de personnes affiliées? 11 479 exactement au 1er janvier 2021. Entreprises. Ce qui représente combien de salariés? C'est des petites unités, donc on peut considérer un équivalent 1,3 équivalent temps plein par entreprise. Donc on est sur des petites unités dans l'artisanat. Alors maintenant que vous avez une mission au niveau de la région Grand Est, quid des Vosges par rapport aux autres départements? On est sur le département des Vosges, on est dans une bonne mouvance automatiquement. On a toujours le Vosgien est toujours assez déterminé, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Et les crises succédant, je crois que dans l'artisanat, on sait s'adapter. Et je crois que c'est le mot d'ordre d'un artisan. Si on veut exister et poursuivre, il faut savoir s'adapter. Et les crises en font partie. Voilà, les crises s'enchaînent et les adaptations s'enchaînent également. Tout à fait. Frédéric Pêcheur, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise auprès desquels vous travaillez en tant qu'assureur, bien sûr. Oui. Comment vous sentez les choses? Alors, il y a eu l'effet après Covid, où il y a eu véritablement un effet de rattrapage. Et c'était véritablement la course à la possibilité en fait, de recruter du monde. Il fallait impérativement en fait, recruter en fait, des personnes formées pour pouvoir justement répondre à cet effet de rattrapage-là. On en est sorti? On n'en est pas sorti, mais là, avec la crise ukrainienne et notamment en fait, avec la crise énergétique, vient percuter des problématiques en, fait, en termes de coûts de production, notamment au niveau de l'énergie. Et donc là, les chefs d'entreprise recherchent toujours beaucoup de monde, mais il y a une nouvelle en fait, inconnue en fait, dans l'équation, c'est véritablement en fait, le souci en fait, de l'énergie. Ce qui fait que les coûts de production sont véritablement en fait, à la hausse, et ça crée quand même une certaine, peut-être pas frilosité, mais une tension en fait, sur le sujet. Axel Jourda, forcément, ça vous parle, chef de projet écologie industrielle territoriale à Ecoplaine, et notamment vous travaillez, entre autres, on va se détailler ça, sur l'économie circulaire, donc tout ça évidemment avec un objectif de base, c'est une réduction des coûts et une préservation des ressources, ou plutôt dans l'autre sens, préservation des ressources, puis économie de coûts de production. Quelque part, les crises s'enchaînent, mais à chaque fois, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise se réinventent, s'adaptent. Il le faut. Je pense qu'aujourd'hui, le terme qui me vient à l'esprit, c'est que tout le monde est un petit peu en tension, tension nerveuse, psychologique par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, tension sur les prix, sur les ressources, sur les approvisionnements, tension sur la main-d'œuvre, la qualification. Nous, outre l'écologie industrielle et territoriale, on est avant tout un réseau d'entreprises. On est là pour animer, pour maintenir ce lien, créer du lien, détendre justement l'atmosphère, faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent partager à la fois leurs inquiétudes, mais aussi peut-être leurs projets. Ça passe par quoi concrètement? Vous n'êtes pas un club d'entreprise? Non, on n'est pas un club d'entreprise. Ça passe par quoi? Déjà, une connaissance des entreprises. Donc, il y a tout un travail, on va dire, de back-office que je réalise avec ma collaboratrice sur la connaissance des entreprises, leurs caractéristiques, leur marché actuel. Alors, pas la connaissance, vous, mais la connaissance inter-chef d'entreprise. Et après, l'interconnaissance, c'est créer du lien et identifier les besoins ou les apporteurs de solutions qui peuvent correspondre aux uns ou aux autres. Donc, dans le cadre de l'EIT, ça va être beaucoup de réflexions sur les ressources, les matières, l'énergie.
de l'EIT, C'est-à-dire écologie industrielle et territoriale. Merci. On va éviter les acronymes. Voilà, et sur Les sigles. sur le volet économique, bien évidemment, c'est tout un accompagnement aussi sur les dispositifs d'aide qui peuvent être portés par des partenaires, par des chambres consulaires, par la région, par l'ADEME, et puis un appui aussi à l'élaboration de ces projets, à la conduite de ces projets. Voilà, Mais c'est surtout la capacité, en fait, la solidarité en fait, entre les chefs d'entreprise, la capacité en fait, d'échanger sur un projet. Tiens, j'ai tel projet, j'ai ceci, j'ai répondu à tel appel d'offres, et sur cet appel d'offres-là, il manque un menuisier, il y a un électricien. En fait, l'objectif, c'est de chasser en meute. Donc, il y a véritablement derrière... ça va parler à Martin Bouvron. Voilà, ça parle, effectivement. Mais c'est véritablement en fait, l'objectif pour pouvoir développer le business de nos entreprises sur le territoire de la Plaine, des Vosges et du Grand Est et promouvoir aussi à la fois notre savoir-faire, nos compétences et aussi notre territoire, qui est un super territoire, mais qui, je pense, on doit être aujourd'hui des acteurs en termes de communication de ce territoire-là. Ok, Martin Bouvron, l'innovation pure et dure, on vient d'en parler, le fait de chasser en meute comme ça, vous êtes le chef de meute du K-Alpha, mais quand on innove, on a une start-up généralement et elle aime bien sa petite chasse gardée. L'idée c'est de ne pas faire trop parler de soi pour conquérir un marché, conquérir une activité, une niche. On a deux types de startups qui viennent à nous. Il y a des startups effectivement, des start-upers qui pensent qu'ils doivent se cacher. Et effectivement, eux vont être dans une logique un peu de discrétion, pas de partager, de se cacher un peu. Puis d'autres... De secret de développement. Exactement. Et d'autres vont être, comme ça a été dit juste avant, dans des logiques beaucoup plus collaboratives. Aujourd'hui, par exemple, une start-up qui voudrait se financer, elle peut aller chercher des fonds auprès d'un investisseur privé ou elle peut monter sur des projets de recherche européens. Et ces projets de recherche, ils sont collaboratifs. Vous devez le faire avec plusieurs partenaires en Europe et en fait, vous êtes obligé d'ouvrir le placard et de montrer et de travailler. Donc, c'est ce qu'apporte beaucoup l'Europe avec des chercheurs ou avec d'autres startups, d'autres pays. Et du coup, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Et c'est une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que je dois parler de mon innovation? Et donc, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, effectivement, on s'adapte. Mais pour moi, un start-upper, il ne doit pas cacher son innovation. Si jamais un grand groupe veut faire la même chose que ce qu'un porteur tout seul ou une petite équipe veut faire, elle n'aura pas l'agilité et la capacité de mettre en exécution aussi rapidement. Au pire, elle se fera racheter, mais elle fera un coup. Donc, nous, on incite plutôt les porteurs de projets à parler parce qu'ils n'ont pas toute la réponse. Ils peuvent aller chercher des moyens d'aller un petit peu plus vite sur leur marché. Les Américains et les Chinois s'en privent pas en tout cas. Donc en Europe, et peut-être à fortiori dans le Grand Est, il faut le faire, je crois. Petit focus sur le K-Alpha. Combien d'entreprises, de structures, d'entreprises, on va dire, hébergées aujourd'hui? Et surtout, voilà, c'était il y a quelques années maintenant. Enfin, vous avez quelques années d'expérience. Allez, quels sont les grands noms? On pense évidemment à... non, pas Une était un arbre, ça c'était avec l'Enstib, mais des entreprises chez vous qui ont fonctionné. Puis aujourd'hui, en termes d'emploi, ça représente quoi? Alors on va avoir aujourd'hui 4 ans de recul, on représente 118 entreprises, on en a dans nos locaux une soixantaine dans nos différentes antennes, et donc il y a des entreprises qu'on a pu accompagner, qu'on a pu voir un petit peu dans la presse, soit parce qu'elles ont levé des fonds, recruté beaucoup de personnes. Par exemple aujourd'hui dans nos locaux on a Contact Clémentine, donc c'est une boîte qui est basée sur Épinal et sur Paris et sur Nancy qui pèse 200 salariés dans la digitalisation de la comptabilité. On va avoir des boîtes plus petites comme Newatch basée à Saint-Dié, ils sont une trentaine de personnes, Dronavia qui est à Remiremont et qui ont travaillé un petit peu aussi. On va avoir MGIB qui est encore dans nos locaux, on a Coquelicot qui vient de partir il n'y a pas longtemps, à chaque fois c'est 10, 15, 20 salariés, donc on commence à égrener une méthode et ça nous sert parce que ces gens-là sont des alumni et viennent porter la bonne parole aux nouveaux. Donc on essaie de créer des cercles vertueux. On a fait une étude d'impact il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ce genre de documents parce qu'on leur fait dire ce qu'on veut, mais l'impact de K-Alpha en 4 ans, c'est 85 emplois créés. 85 emplois créés et 5,4 millions de fonds qu'on a permis de lever aux startups qu'on accompagne. Et ça, c'était important parce qu'on a une équipe sur K-Alpha de 13 personnes, ça commence à peser un petit peu. Et donc nos financeurs, et puis les entreprises nous demandent un petit peu des comptes avec lesquels on travaille, donc on a été obligé de faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui arrivent à décoller, mais il faut aussi se dire que 4 startups sur 5 ne passent pas le cap des 3 ans. Il y a aussi une réalité qui est derrière. 4 sur 5, c'est ça. Ouais, voilà. Il y a un Ce qui est principe de une réalité. proportion énorme. Oui, il y a un principe de réalité qui fait qu'elles se positionnent tous sur des marchés incertains, à risque. Donc forcément, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à dame. Mais la théorie qu'on défend chez nous,
On n'a pas vocation à créer des Moustache Bike, qui est une très très belle entreprise locale. Si on arrive à créer déjà des PME entre 20, 30, 50 salariés et qu'on arrive à faire ce travail, d'en faire sortir 2-3 par an, ce sera très OK. Parce Alors, Moustache Bike, ils ont commencé, ils étaient 2. Voilà. Aujourd'hui, ils sont 160, 170, 180, je ne sais pas, ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà, mais pour la taille de notre territoire, une PME de 20, 30, 50 salariés, c'est déjà très bien parce qu'il faut imaginer tout ce que ça draine derrière, les enfants, les compagnes, les compagnons, etc. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Voilà. Christian Bataille, vous avez le sentiment, vous, avec votre regard formation et puis voilà, organisme en partenariat étroit avec les pouvoirs publics, etc., les Vosges demeurent une terre d'industrie, demeurent une terre d'innovation, demeurent voilà, une terre voilà, d'artisanat aussi. C'est un petit peu un mélange de tout qui fait peut-être la spécificité de notre territoire. On est un territoire urbain. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a vécu effectivement en France depuis 40 ans une désindustrialisation, très, très clairement, qui a apporté beaucoup de dégâts, notamment sur les Vosges. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, les statistiques nous amènent à peu près 5-6 ans où on est plutôt dans des logiques de réindustrialisation, où il y a plus de création que de pertes. Donc c'est vrai qu'il faut accompagner tout ça, et c'est vrai que le CNAMB entend vraiment jouer un rôle fort dans ces questions-là, puisque à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, c'est aussi la possibilité de développer de la mobilité interne. Ça crée aussi des emplois induits, forcément, au sein de l'entreprise, et c'est important aussi d'accompagner tout ça par la formation. Christophe Richard, l'artisanat, il y a une entreprise artisanale peut avoir jusqu'à combien de salariés ? Logiquement, 10 salariés, mais on a le droit de Au-delà de suite. 10 salariés, Aujourd'hui, on a le droit de suite si l'entreprise demande à rester immatriculée au registre des métiers, elle a tout à fait la possibilité. Donc aujourd'hui, on peut avoir des grosses entreprises. Le fait d'être un territoire encore très rural, avec quelques agglomérations bien sûr, c'est aussi une carte à jouer pour notre département. Ça veut dire des marchés éparpillés en zone rurale. Qui dit des marchés éparpillés en zone rurale, j'y viens, dit plein d'entreprises, plein de petites entreprises qui de toute façon ne pourraient pas se permettre d'avoir une zone de chalandise trop importante. Bien sûr. Et donc de l'artisanat. Les entreprises artisanales sont de petite taille, et donc c'est ce qui fait la particularité de l'artisanat, c'est qu'aujourd'hui on alimente jusqu'au dernier kilomètre de nos plaines ou de nos vallées montagneuses. Donc aujourd'hui l'artisanat peut se retrouver, je ne sais pas s'il y a beaucoup de villages, il y a très très peu de villages qui n'ont pas d'artisans sur le département des Vosges. Donc on voit la densité artisanale, à quel point elle peut être importante. Et aujourd'hui, ça peut être aussi l'artisan, le lien social d'un village, par exemple. Il reste un boulanger, c'est un point de relais pour la population. Donc c'est très très important pour l'économie. D'autant plus, Christophe Richard, qu'évidemment, dans l'artisanat, il y a un enjeu d'importance. Et c'est une partie du titre de cette émission. C'est la cession reprise d'entreprise. Quelques chiffres, on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps sur notre antenne. On a fait le point à Gérard Armé, vous étiez présent. Quelques chiffres sur ce vivier d'emploi avec évidemment tous ces artisans qui vont dans les 5 ans partir en retraite. Combien sont-ils et quel nombre d'emplois ça représente ? Aujourd'hui, dans la population qu'on compte sur le registre des métiers, donc 27% ont plus de 55 ans. Et ça représente un peu plus de 3000 entreprises sur le département des Vosges à reprendre très rapidement. 3000 sur les quelques 11 000, 12 000 dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc il y a quand même un vivier important. Et donc aujourd'hui, par rapport aux actions qu'on mène, sur la reprise-transmission, il y a une grosse carte à jouer. Sur la reconversion aussi, il y a aussi une carte à jouer pour pouvoir reprendre des entreprises. Donc je crois qu'il y a une dynamique assez forte là-dessus. Et je crois qu'il n'y a pas à avoir honte d'exercer dans les Vosges. On a un très beau département. Pour moi, je pense qu'on peut très bien s'y réaliser. Et on consomme encore dans le département des Vosges. Donc il y a quand même une économie à y faire. Exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Gérard Armé, on prend justement la direction de Gérard Armé et de la boulangerie Arnoux dans laquelle nous étions tout récemment avec Philippe Viry, un pâtissier de 58 ans qui vient d'entamer la démarche de transmission de son entreprise. Beaucoup de laboratoires sont quand même en sous-sol ou fermés.
Là, on a quand même une belle vue. Il en est fier, Philippe, de l'atelier de sa pâtisserie en centre-ville de Gérardmer, et il en dit d'autant plus du bien qu'à 58 ans, il espère pouvoir partir en retraite d'ici 2 ans. Philippe n'est pas propriétaire des murs, mais seulement du fonds de commerce. La recherche d'un repreneur est donc lancée. Pas facile au regard de la conjoncture. Trouver les sous. Voilà, les banques sont de plus en plus chinoises, on dirait, entre guillemets. Donc il faut déjà, je pense, avoir un certain apport personnel déjà avant d'avoir la considération des banques. Faire en sorte que son entreprise soit la plus efficiente, la plus attractive possible. Donc surtout l'erreur à éviter, c'est de se dire dans quelques années je vais arrêter, donc je lève le pied sur la qualité, sur l'investissement au sein de mon entreprise. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas faire ça, surtout ne pas arrêter d'investir dans les entreprises dans le cadre d'une revente. Ça, c'est essentiel. Exactement. Si vous voulez vendre un outil de travail, il faut qu'il soit au top. Donc, il ne faut pas le laisser dépérir. Et je pense que c'est le mot d'ordre aussi. C'est peut-être un petit peu ce que nos artisans croient. Quand, en fin de carrière, on lève un peu le pied. Et si on veut avoir une entreprise à céder, il faut qu'elle soit en phase de pouvoir être cédée, qu'elle soit aux normes sanitaires pour les métiers de bouche, ou avoir des outils productifs pour d'autres productions, quoi. Oui, c'est vrai. On n'a pas dit de quoi on parle précisément. On parle des métiers de bouche, évidemment, mais on parle aussi du BTP, on parle de quelques entreprises de services. Alors sur l'artisanat, on comporte 250 métiers, je ne vous les citerai pas tous, mais bon, bien sûr, il y a les métiers du bâtiment, il y a les métiers de service, que ce soit en mécanique, carrosserie. Je vais en oublier en faisant ce genre d'exercice, mais vous avez la coiffure, et puis bien sûr tout ce qui tourne autour de bouche, des métiers de bouche, donc ce qui est boucherie, pâtisserie, boulangerie. Et aujourd'hui, donc c'est quand même un maillage artisanal qui rend quand même service en grande partie à la population vosgienne. Et qui maintient des emplois localement. Et qui maintient des emplois, bien sûr. Et tout cela, alors on ne s'improvise pas du jour au lendemain chef d'entreprise. Si on veut reprendre une entreprise, se mettre à son compte, j'ai parlé en introduction éventuellement de devenir son propre patron. Sauf que, je veux dire, aujourd'hui, c'est entre guillemets assez facile puisque notamment les chambres consulaires, vous et la CCI, mettez énormément, alors non pas de moyens, parce que vous avez peut-être de moins en moins de moyens, mais en tout cas énormément d'énergie à accompagner tout cela. Alors les moyens, ils se mettent, oui, par l'énergie et la volonté de faire les choses. Et tout à l'heure, on parlait de chasser en meute, et on fait partie de ceux qui chassent en meute aussi pour l'emploi et pour l'économie vosgienne. Bien sûr, aujourd'hui, c'est très facile de créer une entreprise puisqu'on dématérialise la création d'entreprises. Aujourd'hui, je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, mais vous pouvez créer une entreprise chez vous, sur votre fauteuil, par l'intermédiaire d'un ordinateur. Certes, mais ce n'est pas ça qui fait l'activité. Mais après, ce n'est pas ça qui fait l'activité. Je disais l'autre jour, reprendre ou créer une entreprise, ce n'est pas un achat coup de cœur. Donc, à un moment donné, ça se réfléchit, ça se construit. C'est des projets quand même qui doivent se mûrir. Et puis, à terme, sur la transformation ou sur la reprise d'une entreprise, il faut pouvoir en vivre quand même. Il faut pouvoir dégager un bénéfice et en vivre. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que le service des chambres consulaires sont là aussi pour accompagner les porteurs de projets. Quand vous dites le service, c'est énormément de conseils dans la lecture d'un bilan quand on veut racheter une entreprise, dans l'élaboration d'un business plan, etc. C'est un peu technique, mais les grandes lignes d'une session reprise, ou plutôt d'une reprise bien préparée. Les grandes lignes, c'est déjà d'avoir un projet mûri, d'avoir un partenaire bancaire, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans une banque en accompagnement, une ou plusieurs banques. Donc, il faut quand même avoir la possibilité d'aller discuter un bilan, un compte de résultat avec un banquier. Et ça ne s'improvise pas. Il faut quand même un petit peu être accompagné pour ça. Même si aujourd'hui, il y a des services avec un comptable. Mais bon, quand on sait un petit peu ce qu'on a sur le papier devant nous, qu'on peut en discuter de vive voix avec le partenaire bancaire qui va vous suivre, c'est quand même, je pense, un peu plus facile. Les assureurs, ils ont un rôle à jouer là-dedans, Frédéric Pêcheur ? Oui, tout à fait. En tant qu'accompagnant ? En tant qu'accompagnant, que ce soit en fait au niveau de l'assurance ou au niveau des banques, mais ce sont presque les derniers maillons de la chaîne, en fait. C'est qu'au départ, il y a eu toute la réflexion, à la fois en termes de challenge de motivation, de business plan, mais si c'est un business plan, c'est comment il est construit, sur quel type de marché, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a la possibilité d'aller chercher des partenaires, que ce soit en fait partenaires bancaires ou partenaires assureurs.
Et effectivement, l'assurance aujourd'hui, que ce soit en fait pour les dommages aux biens, les responsabilités civiles, et que ce soit également sur tout l'aspect en fait social, mutuel, couverture sociale du dirigeant d'entreprise, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut qu'on puisse en fait accompagner. Vous ressentez ce vivier sur un territoire comme le vôtre que vous connaissez bien évidemment, sur Vittel et sur la plaine en général, le vivier d'emploi, d'activité dû aux entreprises artisanales? Oui, oui, on le sent bien, alors que ce soit sur Vittel, Contrexéville, mais même après, derrière, quand on va dans des villages à 10 km ou 15 km à la ronde, on voit bien que ce sont des acteurs essentiels en fait, de ce maillage-là. On parlait en fait, des boulangeries, alors là, c'est des petites épiceries, mais des boucheries. C'est ce qui fait vivre aussi en fait, le territoire. Et comme on disait en fait, tout à l'heure, c'est la richesse de ce territoire-là qu'il faut qu'on puisse en fait remettre en avant parce que je pense qu'il fait bon vivre. Mais voilà, il fait vivre. Et j'allais y venir, pardon de votre cas personnel, pardonnez-moi, on ne va pas le détailler, mais vous étiez en région parisienne et vous êtes revenu vivre dans les Vosges. Voilà, on en a déjà parlé, mais la crise sanitaire, c'était à la fin de la crise sanitaire, le confinement, c'était voilà, les mois passent. Est-ce que vous sentez sur le territoire de la plaine, Axel Jourda, cette envie de verre, de nature, de cadre de vie un peu plus sympa, tout en permettant de l'entrepreneuriat dans quels que soient les secteurs d'activité? On le ressent. Moi, à titre personnel, je le vis, je l'expérimente. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans un territoire rural, on peut avoir certaines problématiques liées aux infrastructures ou à la mobilité qui posaient, je dirais, un problème. On a vu avec le confinement... Qui posait. Disons qu'avec le confinement, il y a eu tout un élan, effectivement, sur le télétravail, sur la mobilité, on va dire, adaptée, ou Et il y a effectivement des choix de vie qui sont faits de s'implanter localement. Donc je pense qu'il y a un élan là-dessus qu'on espère pouvoir concrétiser. Après, bien évidemment, je n'ai pas aujourd'hui de solution de réponse à certains problèmes structurels, d'infrastructures ferroviaires, entre autres, qui peuvent manquer. Mais voilà, il y a des projets qui sont en cours, de remise en route de certaines lignes. Donc on espère que tout ça aille dans le bon sens. Martin Bouvron, cette carte postale rurale de notre département, quel regard vous avez avec l'expérience que vous avez? Moi, je trouve qu'elle marche bien. Elle marche bien. Il y a un avant-Covid, un après-Covid. C'est-à-dire que des personnes, dans l'exemple de monsieur, il y en a plein. Moi, je connais plein de gens qui sont dans les Vosges, qui vont faire une journée ou deux à Paris, ou qui habitent pleinement dans les Vosges. Je prends simplement la profession sur tout ce qui va être ingénieur, développeur informatique. C'est des métiers avec qui on travaille beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai au moins une vingtaine dans la tête qui sont des proches de nous qui imposent à leur employeur de faire 5 jours de télétravail par semaine dans les Vosges. Et donc, ils ont tout le cadre de vie qu'on va offrir, toute la qualité de vie, et c'est pas un problème. Et ils touchent des salaires parisiens avec la qualité de vie qu'on a chez nous. Regardez, un autre exemple, regardez comment toutes les 4 ou 5 grosses agences de communication du département signent aujourd'hui leur production. C'est-à-dire qu'avant, elles cachaient pour certaines le fait d'être dans les Vosges. Aujourd'hui, toutes leurs réalisations sont signées Vosges. Ils assument le fait d'être vosgiens, ils assument le fait de venir d'un territoire Par exemple, allez, on a le droit d'en citer 3. Allez, Alchimie, section 4, Alchimie à Saint-Dié, section 4 à Épinal, et les Arts Création à Remiremont. Ok, là on est dans de la communication, de l'infographie. C'est ça, du web, du branding, etc. Aujourd'hui, ils mettent beaucoup plus en avant le fait d'être vosgien parce qu'ils ont compris que notamment la Bresse et Gérardmer, pendant le confinement, étaient les 2 destinations touristiques qui ont surpassé toutes les destinations en France pendant le Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se mettre au vert. Donc le mot Vosges. Ouais, ça parle aujourd'hui. C'est une marque qui parle et franchement, c'est un bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aujourd'hui, une fois par mois, je vais à Paris pour chasser des porteurs de projets sur des événements avec des fonds d'investissement. On leur dit, on est dans les Vosges, venez voir. Avant, c'était, je le dis clairement, c'est le petit Grégory, etc. Aujourd'hui, c'est OK, on va venir voir. Ils viennent voir et on peut travailler ensemble. Ça a vraiment changé. Christian Bataille, vous le ressentez? Oui, tout à fait, de la même façon, absolument. Par rapport aux apprenants, par rapport aux formations, oui, par rapport aux demandes de formation? C'est la raison pour laquelle le CNAM a fait le choix de s'installer dans un certain nombre de villes moyennes, 11 en Grand Est là, en moins de 3 ans. Donc c'est un choix très très fort d'aller offrir du service dans les villes moyennes. Concrètement, pardonnez-moi, ça veut dire qu'initialement, vous avez toujours votre antenne départementale à Épinal, mais aujourd'hui, vous avez des bureaux donc à Saint-Dié-des-Vosges, et demain vous aurez des bureaux à Vittel. À Vittel, absolument. Pour être au plus près
des besoins d'emploi, des besoins Oui. de formation des entreprises? Absolument, je pense qu'il faut, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que ça doit être un choix de partir ou de rester. Hein, et si je veux continuer mes études, je dois pouvoir le faire aussi en local. Et ça doit être un choix aussi de revenir si on a envie de revenir. Voilà, hein, il faut vraiment qu'on sorte de cette logique d'assignation à résidence, hein, comme on a pu dire à certains moments. Après, on peut le choisir, mais encore faut-il le pouvoir Oui. de revenir. Alors c'est pour ça que voilà, pouvoir revenir, alors il y a des solutions effectivement qu'on vient de le dire, avec le télétravail, avec des employeurs qui se disent tiens, j'ai du mal à recruter, donc ça peut être bien d'embaucher cette personne, quitte à ce que je le vois un peu moins souvent en présentiel, mais c'est pas grave, son travail permet de faire du travail à distance. Donc c'est vrai qu'on a nous, le CNAM, fait le choix de se rapprocher, hein, des territoires et puis de faire en sorte que la formation, et on a notamment un partenariat avec Ecoplen, on parlait de Vitel, donc l'antenne est ouverte et on va travailler ensemble sur les besoins des entreprises pour aller chercher des solutions d'ingénierie, hein, concrètes pour des formations vraiment coûts humains pour les besoins des entreprises, et je crois que c'est aux organismes aussi de faire l'effort d'aller vers les entreprises, puisque Est-ce que les entreprises, c'est clé. est-ce que globalement les entreprises ont saisi cette opportunité que vous leur offrez d'avoir de la formation de plus en plus sur mesure, des profils sur mesure? Alors c'est émergent, hein, puisque nos antennes, ça fait 2 ans qu'on s'installe, donc on est encore dans les balbutiements, mais quand je vois voilà, la qualité du partenariat, notamment avec Ecoplen, qu'on met en place, oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, les besoins en qualification et en compétences, on est monté en exigence. Hein. On parlait, je discutais avec quelqu'un du chef d'entreprise dans le BTP qui disait traditionnellement, le BTP, voilà, c'était la voie royale d'évolution, on partait de zéro, etc. Mais aujourd'hui, il y a des exigences en termes de rapport à l'écrit, par rapport aux normes qualité, sécurité. Et aujourd'hui, voilà, il y a des exigences qui sont posées sur des recrutements, y compris des recrutements qui ne sont pas forcément de techniciens ou d'ingénieurs, mais où là aussi, il y a besoin de se former pour être en capacité de tenir ces postes-là. Oui, et les entreprises, jouent le jeu. Vous disiez, les entreprises jouent le jeu, oui, parce qu'elles sont véritablement en fait confrontées à une vraie problématique aujourd'hui de recrutement. Donc elles jouent le jeu en fait en termes de besoins de formation, d'échange avec nos différents en fait partenaires. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ces formations-là, il n'y a pas de recrutement. S'il n'y a pas de recrutement, je ne peux pas aller chercher des marchés, etc. Donc oui, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Et pour autant, je mets les pieds dans le plat, il y a encore beaucoup de demandeurs d'emploi sur notre département. Hein. J'ai plus le chiffre en tête le dernier, mais on est grosso modo sur 20 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Comment peut se faire l'adéquation ? Je pense que ça va se faire en fait effectivement petit à petit. Je pense que là on a changé un petit peu de paradigme. C'est quoi les besoins en fait des entreprises, et face aux besoins des entreprises, j'ai des formations. Peut-être qu'avant on avait des formations qui correspondaient pas véritablement en fait aux besoins de l'entreprise. On parlait du BTP. C'est véritablement en fait un secteur d'activité qui a complètement en fait évolué, que ce soit en termes de normes de qualité, voilà tout ça. Mais les formations, est-ce qu'elles étaient restées en fait, ça ne correspondait peut-être plus forcément en fait aux besoins des entreprises. Donc je pense que là, l'échange avec ce partenariat va pouvoir permettre de redynamiser, et les entreprises en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, les entreprises. Je sais que ça vous horripile le fait que vos entreprises artisanales aient du mal à recruter. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, la crise sanitaire a encore fait que renforcer plus le changement éventuellement ou de se retourner vers une reconversion. Aujourd'hui, réaliser toute sa carrière professionnelle dans le même métier, c'est presque inconcevable. Donc je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire a ouvert les yeux. Aujourd'hui, les gens se reconvertissent. Bien sûr, dans l'artisanat. Énormément d'outils pour le faire. Énormément d'outils pour le faire. Nous, Chambre des métiers, on en fait partie. On voit aujourd'hui que la reconversion et la formation d'adultes est de plus en plus prégnante. Donc il y a quand même un besoin là-dessus de formation. Alors peut-être que les mentalités évoluent, mais je pense qu'on arrivera à combler le manque d'emploi avec un changement de mentalité, et peut-être aussi peut-être qu'il faut un petit peu pousser le bouchon, un petit peu forcer les gens qui penseraient rester chez eux à aller travailler, à prendre un emploi. Et je pense qu'il y a de la demande dans les entreprises, et c'est le moment. Donc je pense que c'est le moment. Le profil
des jeunes. Allez, je vais me permettre cette question un petit peu border, un petit peu dangereuse. Comment vous les ressentez les jeunes aujourd'hui, Frédéric Pêcheur? On a le sentiment, voilà, pour aller sur le terrain dans les entreprises, que c'est difficile ils ne sont pas top motivés pour travailler et surtout, ils sont plus spécialement motivés par rapport au salaire. On a l'impression qu'il y a une distance par rapport à l'ambition salariale. Oui, mais il faut aussi que les entreprises en fait jouent le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de communication, je pense que les entreprises ont pris quand même conscience qu'elles doivent aussi vendre leur entreprise et communiquer aussi en fait différemment. Donc c'est sûr que il est de bon ton de dire que les jeunes ne veulent plus travailler ou inversement, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise devienne en fait un lieu à la fois d'épanouissement, de possibilités en fait de donner en fait de la visibilité. C'est sûr que le rapport au travail a changé en fait avec le Covid et on le voit bien. Mais je pense que c'est dans les deux sens. Je pense qu'il faut que les entreprises communiquent mieux et se posent des questions, notamment de raison d'être, ce genre de choses. Je pense que véritablement, ça doit rentrer en fait en ligne de compte. Et aussi, il faut que les jeunes se mettent au boulot aussi. Quand vous dites, je pense que c'est un tout. Quand vous dites l'engagement, je pense à l'engagement d'éco-responsabilité, qui est évidemment une thématique qui fait sens aujourd'hui. Vous le ressentez ça, Axel Jourda? Oui, les valeurs que portent les entreprises, qu'elles défendent, sont éminemment importantes. Et après, on peut aussi, et moi c'est une partie de mon rôle, accompagner les entreprises dans cette transition-là pour qu'elles puissent effectivement développer des projets, innover, s'adapter, alors à la fois des contraintes réglementaires qui peuvent arriver, et puis à s'adapter aussi aux tendances ou aux évolutions économiques, on a parlé de crise tout à l'heure ou autre, et puis il peut y avoir des choix aussi de dirigeants qui souhaitent aller peut-être plus en rupture et faire des choix importants pour assurer aussi la pérennité de leur entreprise et peut-être derrière aussi leur transmission. On y revient. Et Esther Fléchard ? Ouais, je pense aujourd'hui que les jeunes ont changé un petit peu de mentalité. Aujourd'hui, ils sont un peu plus exigeants, certainement aussi. Donc, il faut aussi que le chef d'entreprise s'adapte. Je pense qu'on ne peut plus prendre un jeune dans notre entreprise comme on le prenait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Le monde du travail a changé. Les loisirs sont là et il faut en tenir compte. Et c'est ce que je pense que la jeunesse cherche. Je pense qu'un chef d'entreprise doit s'adapter pour pouvoir réussir à bien matcher avec un jeune aujourd'hui. Alors on parle des jeunes ou des mauvais jeunes. Moi je trouve qu'on ne parle pas assez des bons jeunes parce qu'il y a énormément de qualité dans la jeunesse et ça je crois qu'il faut le rappeler. Et on peut vous le prouver par l'intermédiaire de notre centre de formation où on a quand même des prouesses avec des jeunes qui montent et qui ont des compétences et qui sont quand même motivés. Et aujourd'hui un jeune qui est motivé, il peut aller très loin. Et on le voit notamment avec les différents prix glanés par-ci, par-là, dans le BTP, dans la menuiserie. Et voilà. Force est de constater qu'il y a souvent des jeunes Vosgiens apprenants, en CFA, en lycée, enfin que sais-je, je ne peux pas tous les lister, mais qui décrochent des récompenses au niveau régional, voire national, voire international. Je persiste à dire que ces jeunes-là n'en parlent pas assez. Voilà. C'est un petit peu dommage parce que ça serait une belle carte de visite pour nos professions, pour l'artisanat, pour l'industrie, parce qu'il y en a aussi dans l'industrie. On fait des portraits de tous ces jeunes qui décrochent des prix, qui ont une véritable valorisation, visibilité au travers d'un prix. C'est vrai que systématiquement on fait un reportage, mais ce ne sont pas les reportages les plus regardés, c'est pas faux. Moi je pense qu'il faut être optimiste là-dessus. Aujourd'hui, il faut garder un optimisme et puis je crois que la jeunesse fait partie du devenir, de notre devenir. Et c'est bien les jeunes qui reprendront, qui travailleront dans nos entreprises et qui reprendront nos entreprises demain. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut les accueillir et il ne faut surtout pas les dégoûter. Et ça s'accompagne par un fort travail sur l'attractivité de notre département en période post-Covid. On sait que voilà, on a notre carte à jouer, comme vous l'avez dit, Martin Bouvron. Oui, une carte à jouer. Et puis aussi, même s'il ne faut peut-être pas trouver de circonstances atténuantes pour les jeunes, on a des jeunes en face de nous qui sont mâchés. Depuis 2 ans, ils sont mâchés. Ils ont fait 2 ans de télétravail. Ouais. Je parle par exemple pour les jeunes qui sont à l'unité d'Épinal. J'ai pas compris. Mâchés. Mâchés, c'est-à-dire ils sont détruits. Ils sont détruits. D'accord. Pour le dire clairement, ils ont passé 2 ans sous cloche chez eux en caleçon à faire des visios. Ils ont compris qu'ils allaient avoir du mal à trouver du travail.
ils ont compris, ils n'ont pas appris grand-chose pendant ces 2 ans-là. Il y a beaucoup d'angoisse chez ces jeunes-là. Il y en a beaucoup aussi qui sont très, très valeureux, qui ont des bonnes idées, etc. Mais la période, elle est extrêmement difficile pour eux. Et on le voit entre les jeunes qu'on avait il y a 3 ans et ceux qu'on a maintenant. On a l'impression qu'on a ceux qui sortent d'un bac+2, bac+3, on a l'impression d'avoir des bébés qui sont juste en post-bac. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent et ils poussent jusqu'au master. Mais ils savent que c'est une fuite en avant parce qu'en fait, je parle notamment pour les professions tertiaires ou tout ce qui est en lien avec nous, ils savent très bien qu'ils vont sortir avec un bac+5 et que sur le marché de l'emploi, ils vaudront 0. Et ils sont totalement perdus. Et on se fait tous les 6 mois une session d'une dizaine de stagiaires avec Alpha pour tester un peu, et ils sont dans une angoisse terrible. Une angoisse terrible, et en plus, c'est une génération qui est née avec un téléphone dans la main, qui se fait rêver sur les réseaux sociaux, qui veut vivre... Pour eux, le travail, la relation au travail, effectivement, c'est pas une question de salaire, c'est une question ça doit être ludique, ça doit être marrant, etc. Alors que la réalité du travail, c'est effectivement peut-être émancipateur pour tout un tas de gens, mais ça l'est pas de l'autre côté. Et eux ont compris... Ça l'est pas pour tout le monde. Ça l'est pas pour tout le monde, tout le moins, c'est ça. Et eux ont compris, je pense, qu'en fait, on allait avoir encore encore un choc dans le marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'on va avoir d'ici 15 ans plus aucune caissière, plus aucun chauffeur, poids lourd, etc. Et ces gens-là sont censés devenir tous des ingénieurs ou tous des gens qui vont faire les voitures autonomes et tout ce qui va arriver d'un point de vue technologique. Et donc ces jeunes-là ont un mal fou à se positionner, et on a un marché de l'emploi où on n'arrive pas à... J'ai tous les jours des entrepreneurs qui me disent on n'arrive pas à trouver des salariés, et de l'autre côté des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Et en fait, je fais juste ce test rapide, je les mets autour de la table et je dis ok, vous me mettez tous le salaire prétendu que vous avez en sortie d'emploi, en sortie de formation, et on a des gens qui prétendent le SMIC, des gens qui veulent 5 000 € par mois, etc. Ils sont totalement perdus, et vous n'imaginez sans doute, peut-être que vous l'imaginez, mais c'est une angoisse terrible pour eux d'aller frapper à la porte d'un premier patron pour essayer d'aller négocier ce genre de contrat. Et il y a vraiment un matching qui ne se fait pas, et même ceux qui voudraient rester dans le département, finalement, au-delà de la licence pro, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de partir à Nancy ou Metz, etc. Et on en a plein, les tuyaux, qui éventuellement viendront dans 10 ou 15 ans, mais qui sont obligés de partir parce qu'ils ne peuvent pas s'épanouir dans les Vosges, quoi. Donc c'est un problème Et beaucoup plus profond. pardon, c'est quoi la solution là? Et c'est un public qu'on retrouve aussi en formation de CAP, mais dans des voies artisanales, manuelles. On l'a, nous, au niveau pôle des métiers, où on forme beaucoup de pâtissiers, de boulangers en reconversion, par le fait, avec des jeunes qui ont fait post-bac plus et qui ne s'y retrouvent plus. Donc, oui, ils cherchent du sens. Ils cherchent du sens à leur vie. Ils cherchent du sens. Voilà, c'est ça. Quelque chose de concret à faire avec les mains. Je pense que vous pouvez le confirmer, ça, sur oui, vos formations. Tout à fait. Hein, mais c'est pour ça que je pense, on l'évoquait tout à l'heure, je pense que le rôle des entreprises est important pour travailler leur attractivité. Hein. Je voyais récemment, si on parle de recrutement, une offre cherche serveur 35 heures week-end obligatoire. Pas sûr que ce soit très vendeur quand même pour trouver quelqu'un, mais ça va au-delà de ça. Hein. Une fois que les personnes sont intégrées, c'est aussi une question managériale. Je pense à une entreprise que j'ai en tête qui, dans l'informatique, qui avait des chefs de projet informatiques qu'elle laissait sur des temps longs, 1 an ou 2 sur certains projets. Aujourd'hui, elle a réduit ses temps à 3-4 mois maximum sur un projet avant de basculer vers un autre, parce qu'il y a une lassitude, parce qu'il faut maintenir la motivation. Donc voilà, je crois que c'est aussi une responsabilité de l'entreprise de savoir s'adapter, alors en posant toujours des exigences, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de faire de la complaisance et de la démagogie, mais en adaptant quand même aux réalités d'aujourd'hui le monde du travail. Martin Mouvron, comment vous ressentez ce qu'on disait tout à l'heure, ce contexte d'éco-responsabilité aujourd'hui? Il est super important. Il est super important. Il y a pratiquement aucun jeune aujourd'hui qui vient à nous sans que le projet soit connoté ce qu'on appelle green ou éco-responsable ou c'était quelque chose... ça nous questionne même nous dans nos modèles d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, un porteur de projet venait me voir, je veux vendre des t-shirts éco-responsables en coton, machin. Je dis ok, mais on va déjà essayer de vendre des t-shirts. Aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça que ça se passe. Les normes sont complètement inversées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être un peu technique, mais c'est qu'en fait, les porteurs de projets viennent en miroir avec les dispositifs nationaux et européens. C'est-à-dire que l'Europe et l'État met énormément d'argent sur des appels à projets, sur des subventions. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être clair, une start-up qui voudrait avoir de la subvention, que ce soit de la région ou des collectivités, doit présenter un projet écologique, en fait. Et donc, en fait, les deux matchent bien. Et aujourd'hui, c'est comment dire, un circuit à réinventer. Par exemple, on a dans notre portefeuille une société qui s'appelle BotCup. Donc c'est des gobelets éco-responsables avec un plastique composite un peu spécifique. On a reçu Julien en plateau à Contrex en juin dernier. Ouais.
Et c'est Julien, j'ai mangé son nom. Jules Collin. Jules Collin. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand vous développez une application mobile, vous trouvez des développeurs, vous développez l'application. Quand vous développez des gobelets, vous devez trouver l'injecteur, le prototype, le bureau d'études, où est-ce qu'on les fabrique, comment on source tout ça, et c'est plus du tout la même logique. Et donc ça questionne complètement nos manières de travailler, de penser. Et, où en est-il, Jules ? Il en est à recruter, il a bouclé une levée de fonds de 300 000 euros, donc ça se développe bien pour lui. Alors lui, il a pris la crise plein buffet parce que il est fortement lié au secteur de l'événementiel, mais aujourd'hui les précommandes démarrent. Petite parenthèse, l'idée c'est de développer des gobelets en plastique, mais pas one shot sur un événement, un gobelet qu'on pourrait transporter et qu'on pourrait retrouver d'un événement à un autre. En d'autres termes, des gobelets qui seraient facilement lavables et avec un couvercle qui se visse effectivement. Et qui correspond bien aux besoins, par exemple, des clubs de sport pour éviter les hépatites, par exemple, ou tous les problèmes dans les boîtes de nuit ou les festivals, ce genre de choses, quoi. Donc c'est un beau produit, 100% fait dans les Vosges. C'est vraiment intéressant. Alors 100%, il n'y a pas de production pour l'instant. Les premières séries sont... c'est les d'accord, ça commence à... D'accord, c'est ça. On va suivre ça de près, évidemment. L'innovation dans l'artisanat, on vient de parler de l'innovation éco-responsable avec un projet porté sur cette éco-responsabilité, mais qui répond malgré tout, évidemment, à des besoins. Dans l'artisanat, énormément de choses à faire. Je crois qu'un artisan est déjà innovant par lui-même. Aujourd'hui, autrement... Les techniques, les matériaux évoluent tellement vite. Il ne pourrait pas exercer, mais je pense qu'aujourd'hui, un artisan, il faut absolument qu'il soit innovant. Je vous parlais d'adaptabilité tout à l'heure, et ça en fait partie. Donc je crois que oui, l'artisanat est quand même va de l'avant. Et bien sûr, on n'est peut-être pas des brevets déposés, puisque bien souvent sur l'artisanat c'est de l'unité, mais il y a quand même de l'innovation. Et je crois qu'on a toute notre carte à jouer là-dessus. D'ailleurs, on est accompagné par l'intermédiaire de la région sur des subventions. Et puis, on parlait tout à l'heure aujourd'hui de projets éco-responsables. Aujourd'hui, l'artisanat rentre en plein dedans. Bien sûr, ça fait partie aussi d'un gain de productivité sur une production. Et puis, je crois que tout artisan se déplace. Donc, aujourd'hui, c'est quand même les produits pétroliers sont quand même absolument dans l'air du temps d'un poste comptable sur une entreprise artisanale d'un coup. Donc, il faut y être attentif. Et y être attentif en production, en termes d'accompagnement dans les bâtiments, puisque il y a quand même un coût de production, que ce soit de l'électricité, ne serait-ce que pour avoir de l'éclairage. Donc il faut quand même y penser là-dessus. Avec cet énorme vivier d'activités, de chantiers encore pour les artisans vosgiens qui représentent évidemment l'isolation énergétique du bâtiment. On sait que ça va encore monter en puissance, ça semble déjà très bien aidé et très important aujourd'hui, mais en fait il y a encore une marge de progression énorme. Il y a tout un travail autour de l'isolation des logements ou même des bâtiments tertiaires, donc je crois qu'il y a toute une carte à jouer. Et je crois que ça rentre en plein dedans si on ne veut pas avoir une précarité énergétique de la part de nos concitoyens vosgiens. Aussi. Dernière minute de cette émission, si vous voulez bien, je voudrais juste qu'on termine sur les possibilités, les facilités aujourd'hui, Christian Bataille, de se reconvertir, de se réorienter. Énormément de dispositifs. Vous êtes là, vous représentez le CNAM, mais on pense à d'autres organismes de formation continue, à PAV. Il y a énormément d'acteurs. En revanche, des fois, on a le sentiment que les gens peuvent être un petit peu perdus. Dans le sens, qui dit demandeur d'emploi dit principalement Pôle emploi, mais c'est même plus toujours le cas. On peut très bien ne pas être en position d'emploi, de travail, et ne pas être inscrit à Pôle emploi. On en voit de plus en plus. Comment répondre à ça? Est-ce que dans les politiques publiques, vous n'appelleriez pas de vos voeux une espèce de guichet unique? Puis après, quitte à ce que les chargés de mission dispatchent au bon endroit. Non, c'est pas Alors dans le l'air du guichet temps, unique, ça on en a toujours beaucoup parlé, et puis ça a toujours été un rêve, mais les réalités Pourquoi ça marche pas sont différentes, parce que en fait, on se rend compte que pour toucher le maximum de gens,
il vaut mieux avoir le maximum de portes d'entrée possible. Parce qu'il y a des gens voilà, qui n'iront pas vers Pôle emploi, des gens qui iront plus facilement vers la mission locale ou directement vers des organismes ou par le réseau. Donc c'est au contraire une multitude d'acteurs, mais par contre, ces acteurs-là, et c'est là où on a encore du travail à faire, doivent apprendre à travailler ensemble. C'est pour ça que le CNAM, on n'a pas appelé... Il y a un petit peu de concurrence, Christian Bataille. Il y a de la concurrence, mais c'est pour ça qu'on n'a pas appelé ces hubs de compétences justement des antennes du CNAM, mais bien des hubs des compétences. D'accord. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de réunir l'ensemble des acteurs, notamment de la formation, mais aussi du domaine de l'emploi, pour essayer de travailler ensemble, de diagnostiquer où sont les trous dans la raquette, où est-ce qu'il y a des besoins qui sont non couverts. On est certain qu'il y a de la place pour tout le monde, et chacun son métier, mais il faut qu'on travaille davantage ensemble. Je pense au CNAM, par exemple, qui travaille beaucoup sur des licences après des Bac+2. On travaille avec les lycées. Là, on a un partenariat avec le lycée Lapic, avec le lycée Pierre Mendès France, voilà, pour ne citer qu'Épinal. Et on essaye vraiment de travailler sur des parcours professionnels qu'on construit ensemble. Et là-dessus, on avance, et c'est vraiment l'avenir, à mon sens. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation à cette émission. On a évoqué pas mal de choses. On a évoqué la jeunesse avec votre témoignage, Martin Bouvron, sur des confrontations employeurs-jeunes que vous mettez en place. Et voilà, on a bien compris que c'est un petit peu compliqué, mais voilà, en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de lieux ressources que sont les chambres consulaires. Quand je dis chambre consulaire, c'est bien évidemment la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre de commerce et d'industrie. Et puis, il y a des structures de professionnels comme vous, Ecoplaine à Vittel pour ce qui est de la plaine, mais on pense aussi à Vaujinov, qui dépend, lui, de la communauté d'agglomération d'Épinal pour ce qui est des Vosges centrales. Et puis à Saint-Dié, évidemment, il y a une pépinière d'entreprises avec parfois des organisations un petit peu différentes. Mais bon, bref, le résultat, c'est que pour tout le monde, ce soit de l'activité qui se maintienne, voire qui se développe sur le territoire avec des emplois, évidemment, à la clé. Et donc des familles. Et tout ça va aussi avec de l'attractivité du territoire. Voilà, là, je crois que j'ai fait le tour. Allez, merci beaucoup à tous les 5, à très vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.